Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez créé une mama qui n'a rien d'une bonne patte. À l'accent du midi, vous avez toujours ajouté celui de la sincérité. En devenant un transformiste, vous avez transformé votre vie. Vous allez aujourd'hui donc raconter votre carrière sans phare. Bonjour Zizi Dupanier. Bonjour monsieur, je suis tellement ému de vous rencontrer. Moi aussi, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. Non. Donc, on va évoquer votre parcours, c'est le principe des clés d'une vie, vous le savez, en évoquant votre nouveau spectacle à la Comédie Bastille, qui est un triomphe une fois de plus. Mais vous avez un parcours totalement atypique, pour des tas de raisons, et j'ai trouvé des dates pour le raconter. La première est récente, mais elle est récente, mais liée au passé. Le 16 mai 2018, une soirée mythique pour les amateurs de football. Le contrôle manqué par Zamboanguissa avec Antoine Griezmann. Oh, ils sont punis. Marseille contre Atlético de Madrid en 2018. Et vous êtes à la télévision dans le journal de France 3 comme supporter de Marseille. Vous en souvenez? Oui. Absolument. C'est normal. Je pense que c'est mon ADN. Oui, exactement. C'est dans mon ADN. Mais en même temps, bon, ça n'a pas porté de chance à Marseille qui a perdu 3-0. Mais surtout, dans cette séquence surréaliste, vous êtes déguisé en Pamela Anderson au temps de Alerte Malibu. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de raison qu'une blonde américaine essaie de me voler ma place. C'est moi la blonde de Marseille. Exactement. Et Pamela Anderson, vous l'aviez rencontrée parce qu'elle... Oui, bien sûr, parce qu'elle était avec Adil Rami. Oui. Et donc, il y avait des articles dans tous les journaux. Et en plus, on habitait le même quartier, le 8e à Marseille. Elle faisait ses courses au même endroit que moi. Et un jour, je me suis approché. J'étais pas dans le costume de Ziz, j'étais en civil. Et je lui ai raconté que c'était moi qui disais toutes ces horreurs. Oui. Sur elle. Et elle a beaucoup ri, elle a beaucoup d'humour. Parce qu'effectivement, elle rit de tout et encore aujourd'hui. Oui. Donc en fait, elle a démarré très curieusement, elle avait un t-shirt de bière. En 1989, Pamela Anderson assiste à un match de football canadien. Elle apparaît à l'écran avec ce t-shirt de la marque de bière. Les responsables de cette marque de bière l'ont trouvé formidable, l'ont engagée comme mannequin et elle a fait sa carrière. C'est fou, hein? C'est fabuleux, comme quoi, vous voyez. La bière pour te faire mousser. Il suffit de boire un coup. Voilà. Alors, Marseille, c'est effectivement la ville où vous êtes né, où vous avez grandi. Oui, et j'y suis très attaché. Je n'y vis plus, je vis pas très loin. J'ai pris de la hauteur, on va dire. Je vis sur les hauteurs d'Allot, qui sont les collines de Marcel Pagnol. Oui. Et d'Allot, d'en haut du village, il y a un balcon et une vue sur Marseille. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est de là-haut que Marseille est le plus beau. Oui, d'ailleurs, je crois qu'à Allot, Nicolas Pagnol est en train de préparer un musée avec la maison de Marcel Pagnol. Exactement. Et dans l'ancienne usine électrique du village d'Allot, il va y avoir le premier musée Marcel Pagnol. Exactement, je crois que ce sera pour 2026 ou 2027. Tout à fait. Alors, pour l'état civil, vous êtes Louis Naitana, et vous êtes devenu Thierry Wilson. Oui, par hasard, parce qu'à l'époque où j'ai débuté, à la fin des années 80, le directeur artistique de chez Madame Arthur, qui s'appelait Fifi, et qui avait énormément de talent, m'a dit, tu peux pas être Louis Naitana, c'est pas un nom de scène. Et il m'a dit, qui est ton humoriste préféré, ton chansonnier préféré? Et j'ai répondu, Thierry Le Luron, pour qui j'avais une grande admiration. Et il m'a dit, bon, ok Thierry, et ton acteur préféré? J'ai dit Lambert Wilson. Et il m'a dit, tu seras Thierry Wilson. C'est vrai que Thierry Le Luron était un génie disparu trop tôt, qui avait un humour fou, qui était capable de vous trouver des répliques en quelques secondes. Oui, et puis grinçant, et puis il n'avait pas peur, il n'y allait jamais à moitié. Non. C'était quelqu'un qui osait tout. Oui, il osait tout, y compris faire des farces à ses partenaires. Oui. Je me souviens de Bernard Mabille jouant avec lui sur scène, une scène avec Raymond Barre. Alors, il y avait du pastis sur la table et Thierry Le Luron servait de plus en plus de pastis, ce qui fait que la fin de la séquence, Bernard Mabille était totalement bourré. Bah oui. Alors, à propos de boisson, vous êtes né dans un bistrot. Oui, pratiquement. C'est-à-dire, mon grand-père déjà avait ce bistrot, mon père a pris la suite, mais je suis né vraiment dans un salon de coiffure, moi, parce que ma mère avait un salon de coiffure et les premières années, je les ai passées dans ce salon. C'est après que dans ce bistrot, j'ai rencontré le théâtre. C'est là que j'ai rencontré le théâtre. Premier théâtre, le théâtre de la vie. Exactement, mais en fait, la coiffure, c'était un univers aussi, d'ailleurs, c'est fou le nombre d'artistes qui sont devenus coiffeurs, qui étaient coiffeurs au départ, Serge Reggiani, Yves Montand. Ma mère ne voulait pas, moi, que je sois coiffeur, elle avait peur que ça m'entraîne sur une voie et que je devienne gay.
Bah, vous voyez, comme quoi j'ai pas été coiffeur et pourtant je suis très joyeux. Alors, vous avez grandi dans ce bistrot qui est dans le quartier des Aguelades à Marseille. Les Égalades, c'est un quartier, Aigue, ça veut dire eau, oui, en provençal, et c'est un quartier où il y avait les plus jolies fontaines, et surtout, il y avait les fontaines qui desservaient les châteaux des rois d'Aix-en-Provence. Je crois que c'est dans ce quartier qu'il y a les dernières savonneries authentiques de Marseille. Exactement, le sérail, bien sûr. Parce que ça aussi, ça fait partie de la légende de Marseille. Ah bah oui, il n'en reste plus que 2, je crois, de savonneries maintenant. On trouve des savons de Marseille partout, mais ils viennent de Chine, il paraît. Alors, vos parents, c'était un couple qui n'a jamais cessé d'être amoureux. Oui. Et votre père était un homme généreux qui écoutait tout le monde et aidait tout le monde, oui. Ziz du Panier. Vous savez, c'était une belle époque aussi. Une époque où être gentil, c'était quelque chose de normal. Aujourd'hui, on trouve ça suspect. Les gens qui sont gentils, on dit c'est bizarre, il est gentil celui-là. Mon père était quelqu'un de gentil. C'était le monsieur établi, installé du village, où on venait lui demander un peu conseil, et il aidait tout le monde. Il disait souvent à la fin de sa vie, si on me rendait tout l'argent que l'on me doit, je pourrais acheter un château. mais il faisait ça naturellement. Il était altruiste, il était comme ça, et il avait aucun jugement. Moi, j'ai grandi dans une famille où on acceptait tout le monde. Voilà. En même temps, vous avez été un petit garçon choyé et aimé. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un grand-père extraordinaire, et puis des parents merveilleux, et des tantes aussi qui m'ont aimé, ma marraine. Vraiment, j'ai eu une enfance merveilleuse. Et je crois que c'est tout cet amour que j'ai reçu de ces gens qui m'ont permis de créer ce personnage de Ziz et de le créer avec autant de générosité. Oui, et vos premiers déguisements, ce sont des costumes de toréador, de Zorro. Ma mère adorait ça. Vous aviez un nombre incalculable de panoplies dans votre chambre. Ah, c'était incroyable. Il y avait un établissement à Marseille qui s'appelait Chez Blanc, où on pouvait louer des costumes merveilleux. Et ma mère, chaque année, économisait de l'argent pour aller me louer le plus beau costume pour le carnaval. Voilà, le costume de Zorro était indispensable. Ah bah bien sûr, évidemment, aucun petit garçon. Alors c'est curieux parce que souvent on me dit, et alors tu te déguisais en fille quand tu étais du jamais? En toréador, en Zorro. Oui. Et Zorro à l'époque était déjà diffusé à la télévision. Bien sûr. Pierre Tcharnia avait commencé en 66 et c'est toujours diffusé à la télévision aujourd'hui. Et ça a marqué. Et puis je crois que votre révélation, c'est quand vous découvrez un théâtre, le théâtre Tourski, Ziz du Panier. Comment c'est arrivé ça? C'est incroyable. En fait, un matin, je faisais mes devoirs dans l'arrière-salle du bistrot de mon père. J'avais cours que l'après-midi, donc j'étais dans la salle en train de travailler, et il y a 2 personnes qui rentrent, qui prennent un café. Ils allaient à un enterrement, et avant d'aller à l'enterrement dans notre quartier, ils s'étaient arrêtés pour boire un café. Et ils discutaient avec mon père, et je les entends parler théâtre. Ils disaient à mon père, nous sommes les acteurs qui jouons au théâtre Tourski. Et moi, je savais même pas que dans notre quartier, il y avait un théâtre. Alors que pour moi, théâtre, c'était Paris, forcément, puisque le premier spectacle que j'avais vu, c'était au musée Grévin avec ma mère, un théâtre de magie, un spectacle de magie. Et j'ai dit, il y a un théâtre à côté de chez nous, et j'étais affolé. Et donc, j'ai cherché ce théâtre, et c'est Richard Martin qui avait créé ça, un anarchiste, un homme qui était engagé, et qui montait à cette époque-là un spectacle qui s'appelait l'Opéra des Rats. Et j'ai assisté clandestinement, caché dans les pendrillons, aux répétitions avec Léo Ferré. Et j'ai entendu un jour Richard Martin dire à l'un de ses comédiens, donne-toi à fond, ne joue pas à moitié, je t'ai donné le rôle le plus difficile de ce spectacle, le rôle d'une femme, parce que tu es le meilleur. Jouer une femme est la chose la plus difficile. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, lorsque je serai comédien, je jouerai une femme. Et plus tard, Jacqueline Maillan. Exactement. Et il se trouve qu'en plus, vous devez beaucoup à Richard Martin parce qu'il vous a donné l'envie de faire ce métier. Sa femme, Tania, m'a découvert dans les pendrillons cachés, et Richard m'a permis d'assister aux répétitions sans me cacher. Et sa femme m'a offert un livre qui s'appelle Deux bureaux de Sacha Guitry, et ça a changé ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai lu ce livre et j'ai compris en fait le message que les artistes voulaient faire passer, c'est-à-dire faire oublier les soucis, donner de la joie ou raviver une émotion, donner quelque chose, donner pour recevoir des applaudissements et des regards.
Il se trouve que De Bureau, en fait, au départ, c'est un clown qui a existé et que Jean-Louis Barrault a immortalisé dans Les Enfants du Paradis. C'est ça. Et d'ailleurs, l'idée du film vient de Bureau et qui est un personnage tout à fait merveilleux, remarquable. incroyable. Et qui raconte à son fils ce qu'il devra faire pour prendre la suite. Et puis au départ, vous dessiniez, je crois, Ziz du Panier à l'école hôtelière. Ma mère, c'était un souhait de ma mère. Surtout pas coiffeur. Hein. Elle me dit, mais l'école hôtelière. Oui, c'est vrai. J'ai aimé ça. Hein. J'adore manger. Oui, donc, mais vous êtes resté longtemps là-bas? J'ai fait tout mon parcours, sauf que je ne me suis pas présenté aux examens. Oui. C'était un peu dommage, mais en tout cas, j'ai fait comprendre à ma mère que j'avais fait ce qu'elle voulait, mais que mon rêve à moi, c'était de faire du théâtre. Exactement, vous l'avez fait. Et puis, vous avez aussi marqué l'époque par un autre événement qu'on va évoquer à travers une date hommage, le 18 mai 2017. À tout de suite sur Sud Radio avec Ziz du Panier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ziz du Panier. Nous parlerons tout à l'heure de ce spectacle à la Comédie Bastille, votre retour à Paris. Et on va évoquer une date importante, le 18 mai 2017. Ce jour-là, on inaugure une promenade dans le quartier de Pigalle-Montmartre. Cherchez, cherchez la femme. Voyez, je ne cache Coccinelle, rien. la promenade Coccinelle est inaugurée à Paris, près de la place Clichy, juste à côté d'ailleurs de la promenade Georges Bulmer. Et Michou. Et Michou Entre les aussi. deux. Et c'est vrai que Coccinelle, ça a été la première transe en Europe et la deuxième dans le monde. Et je crois que ça a été la rencontre de votre vie. Oui, tout à fait. Je vais vous raconter ça avec plaisir, mais je voudrais juste vous faire une confidence. Elle avait une passion pour vous. Oh. Elle vous écoutait dans cette émission Les Lumières du Musical, et c'est grâce à elle que je vous ai connu. Et elle disait toujours, on m'invite dans des émissions débiles pour toujours raconter la même chose, mon opération. Elle me disait, j'aimerais tellement être invité dans une émission intelligente et que ce soit celle de Jacques Pessis. Oh, écoutez, je vais rougir, mais malheureusement, on ne s'est jamais rencontrés. Donc, on va parler d'elle, parce qu'au départ, elle s'appelait Coccinelle, je crois, en raison d'une robe à pois qu'elle a vue dans son enfance. Un soir de carnaval, non. Lorsqu'elle a débuté, elle a auditionné chez Madame Arthur, et Madame Germaine, qui était la patronne, lui a dit comment vous voulez vous appeler, et elle a dit Béatrice, et elle lui a dit c'est pas un nom de vedette de spectacle, de musical. Elle a dit vous avez une robe rouge à pois noirs, on va vous appeler Coccinelle. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas en pensant à elle que Gottlieb a créé la petite Coccinelle dans la rubrique à bras, qui est un personnage qui intervient de temps en temps avec des formules totalement délirantes. Et c'est vrai qu'elle a fait un parcours qui vous a marqué, puisqu'elle a débuté chez Madame Arthur Carousel, des lieux qui étaient à l'époque pas si courants que ça à Paris. Non, c'était après la guerre. Paris avait envie de s'amuser. Le musical existait bien sûr, et les vedettes étaient Yvonne Ménard, Mistinguett et tous ces gens-là. Et chez Madame Arthur, on s'en canaillait. Les gens venaient là pour voir des hommes qui étaient travestis et qui interprétaient des chansons. Il y avait un orchestre. D'ailleurs, c'est le père de Serge Gainsbourg qui jouait du piano chez Madame Arthur. Et Serge Gainsbourg, après, aussi. Absolument. Et Coccinelle a été accompagné au piano à ses débuts par Serge Gainsbourg. Et c'est quand même extraordinaire. Et il a accompagné lui Boris Vian aussi, donc incroyable. C'est Boris Vian et Coccinelle. Il se trouve aussi que elle va passer à l'Alcazar de Marseille, et ça vous touche en 53. Mais oui, mon père est derrière les barrières. Il n'a pas d'argent. C'est un petit gars de Marseille et il est venu voir le phénomène Coccinelle, incroyable. Un homme qui est devenu une femme. Et mon père me racontera qu'il était derrière les barrières. Il l'a vu passer et il disait, elle était aussi belle que Marilyn Monroe. Elle était incroyable. Mais elle était d'ailleurs déguisée en Marilyn Monroe avec des lunettes et une robe de lamé bleu. Oui. Et l'Alcazar de Marseille, c'est un lieu dont votre famille vous a sans doute parlé. Oui, bien sûr, absolument. Mon grand-père disait que c'est là que les carrières se faisaient ou se défaisaient. Marseille était tellement un public difficile que lorsqu'un artiste débutait, on l'emmenait à Marseille, et s'il faisait un succès à Marseille, on l'emmenait à Paris. Voilà. Les choses ont bien changé. Oui, mais à l'époque, d'ailleurs, on jetait des tomates sur scène. Ah oui, il paraît. Ouais. Et il y a une anecdote formidable. Il y a un jour, il y a un type qui passe sur scène, et donc il reçoit des tomates, des légumes, et sa femme en coulisses fait tranquillement sa couture, et on lui dit, mais votre mari est en train de se faire démolir sur scène, vous dites rien? Et elle répond, ça c'est rien, hier à Montpellier ils me l'ont battu. C'est une autre époque qu'on ne peut pas imaginer. Mais oui, mais les gens s'exprimaient, vous savez, aujourd'hui on n'a plus le droit de rien dire. C'était une façon. Et puis elle est ensuite, il faut le savoir, était une star en Allemagne. Partout.
Vous savez, lorsque Bruno Cocatrix en a fait une star en faisant l'Olympia, elle est partie en tournée dans le monde entier. Elle a rempli des stades jusqu'en Équateur. Coccinelle était un phénomène. Elle disait souvent « Heureusement que je savais chanter, sinon on m'aurait mis dans un bocal et j'aurais fini chez Barnum au cirque. » Oui, en plus, elle a mené la revue au Casino de Paris avec Pascal Sevran. Mais c'était sa dernière grande scène. Pascal lui avait donné la possibilité d'être co-vedette avec lui dans ce spectacle, Paris Casino. Ça a été magique. Malheureusement, il y a eu la guerre du Golfe après et il n'y a pas eu de tournée. Chance pour moi, parce que je suis devenu à ce moment-là producteur et nous sommes partis en tournée en reprenant le nom de l'Olympia, chercher la femme, un petit peu partout dans le monde. Comment vous vous êtes rencontrés ? Un soir, j'étais élève au cours Florent et un élève de dernière année m'a emmené chez Madame Arthur pour voir le spectacle. Je suis rentré là-dedans, j'avais jamais vu ça de ma vie, j'avais même pas 18 ans et j'étais surpris de voir tous ces hommes déguisés en femmes avec des gros fossiles et qui faisaient le service aux tables dans la salle. Et tout d'un coup, la salle s'est éteinte et le spectacle a commencé. Et là, j'ai vu ces artistes qui avaient fait le service, qui étaient des stars. Ils étaient devenus Sylvie Vartan, Mireille Mathieu, Dalida, tout ça. J'ai été émerveillé. Je me suis dit, pour un comédien, mais c'est ça. Il l'a dit, l'autre, Richard Martin. Il faut absolument réussir à incarner un personnage. Et Coccinelle est arrivé en star à la fin. Je ne savais pas qui c'était. Et je me souviens avoir demandé à Chantaline, qui était la maîtresse de maison, la Madame Arthur, soi-disant, d'Yvette Giraud, et je lui ai dit, c'est un homme, ça aussi? Et elle m'a dit, Coccinelle, c'est le premier homme français qui est devenu une femme. Et moi, je savais même pas qu'il y avait des hommes qui devenaient des femmes. J'étais subjugué. Elle était belle, elle était incroyable. Et à la fin du spectacle, elle dédicaçait son livre. Je me suis approché, j'ai acheté le livre. Je l'ai lu. Mon grand-père m'a dit qu'il l'avait connue à Jean-Lépin. Alors là, j'étais émerveillé. Et lorsque je suis revenu à Paris, je suis retourné la voir et je lui ai fait signer le livre que j'avais pas osé lui faire signer à la fin du spectacle. Et je lui ai dit, mon grand-père vous a très bien connu. Elle a éclaté de rire et elle m'a dit, vous savez parler aux femmes, vous? Et on ne s'est jamais plus quitté. On n'a fait que rire pendant 20 ans. Et d'ailleurs, le mariage a été très médiatisé. Ah oui, ça... C'est le 11 juin, je crois. 11 avril 1996, sur le Vieux-Port, à Marseille, dans une des plus belles salles, sous les yeux de la bonne mère, Jean-Marc Morandini, dans son émission Tout est possible, avec Régine et Dave comme témoins. Oui. On s'est mariés, on avait 30 ans d'écart, ça a défrayé la chronique, bien sûr. Bien sûr. Et nous, eh bien, ça nous a permis de légaliser en quelque sorte notre vie à deux. Vous savez, elle disait que j'étais le fils qu'elle avait jamais eu. Elle m'a tout donné, elle m'a tout appris, elle m'a tout transmis de son vivant, j'ai tout reçu. Elle me disait une très jolie phrase, elle me disait « Je ne peux pas t'éviter de faire des erreurs, je peux juste essayer qu'elles soient moins douloureuses. » Et vous avez fondé ensemble une association, je crois. La première, association d'aide aux transsexuels, qui a vu naître toutes les autres après, l'association Devenir Femme, car Coccinelle recevait énormément de courriers après ses concerts, ses spectacles, et on avait peur d'induire les gens en erreur, donc on s'est entouré de personnes capables de répondre à tous ces gens qui étaient en souffrance, et de leur expliquer comment ils pouvaient suivre une transition et tout ça. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus facilement, on en parle beaucoup plus. À l'époque, vous étiez des pionniers. On était les pionniers, et c'était rassurant de pouvoir aider les gens avec un avocat, un sexologue, des gens compétents. Alors il se trouve aussi que Madame Arthur, que vous avez évoquée, on se demande souvent d'où vient le nom, et il y a une chanson des années 1900 qui a marqué l'histoire. Elle avait un je ne sais quoi, Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Madame Arthur, Yvette Guilbert. Yvette Guilbert, pas Giraud, c'est vrai, oui. Yvette Guilbert qui a débuté au paravent japonais avant de triompher au Moulin Rouge. Mais oui. Il y avait un éléphant dans le parc du Moulin Rouge, c'était pas encore le Moulin Rouge aujourd'hui, qui avait été acheté à l'exposition universelle et reconstruit. Oui. Elle était sur cette scène et elle portait des gants noirs. Savez-vous pourquoi elle portait des gants noirs? Non. Parce qu'elle n'avait pas d'argent et que les gants noirs, ça se lavait moins souvent que les gants blancs, qui était à la mode. Elle faisait des économies. Et ça a été le triomphe d'Yvette Guilbert. Et Madame Arthur est née de tout cela. Formidable. Alors, il se trouve que ces soirées étaient des soirées d'un Paris en fête qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Non,
c'est terminé. Vous savez, Coccinelle disait souvent, c'est la télévision qui a tué tout ça. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne et les gens sortaient. Ils allaient au théâtre, ils allaient au café-concert, ils allaient au Balajo, ils restaient pas à la maison devant la télévision. Aujourd'hui, c'est affreux. Avec toutes ces chaînes, avec Netflix, on ne sait plus quoi regarder. Il y a certaines chaînes, on ne sait même pas qu'elles existent. Il faut s'asseoir malencontreusement sur la télécommande pour découvrir qu'elles existent. Donc, à l'époque, on regardait les actualités. C'est comme ça que ça s'appelait. Et on sortait, on allait au théâtre. Et puis il y avait des personnages pittoresques, des faux ducs, des escrocs, des pique-assiettes. C'est vrai. Et c'est ceux qui faisaient courir tout Paris. Il y avait des soirées aussi qui n'existent plus. Moi, je me souviens, on m'a parlé de pince-fesses. Il paraît que c'était des soirées qui étaient organisées avec un thé. Et les gens en faisaient ça pour se rencontrer. Il y avait un homme d'église, il y avait un chanteur, il y avait... Voilà, on réunissait des gens pour que... C'était un petit peu... Les sites de rencontres d'aujourd'hui. Et il y avait un faux prince qui se prenait en Paris, le prince Comnène. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Son fils était la princesse Comnène. Et le grand jeu qu'on faisait comme bizutage aux jeunes journalistes, c'est d'aller interviewer la princesse Comnène, qui était un travesti, en apportant un bouquet de fleurs. Et ça marchait très bien. Formidable. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Et puis une autre date importante dans votre vie qu'on va évoquer dans quelques instants, c'est le 19 novembre 2016. À tout de suite sur Sud Radio avec Ziz du Panier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ziz du Panier. Nous parlerons tout à l'heure de la Comédie Bastille, de ce nouveau spectacle. On en revient à votre parcours. On a évoqué Coccinelle, on a évoqué vos débuts. Et puis, il y a une soirée historique le 19 novembre 2016. Ce jour-là, vous faites la une des quotidiens de Marseille en disant « Ziz est en demi-finale, va-t-elle gagner incroyable talent ?» Comment c'est arrivé cette histoire-là ? Alors c'est très drôle parce que vous savez, ils m'ont couru après pendant des années, à l'époque où j'étais transformiste chez Michou et après chez moi à Marseille au Cabaret Loulou, et j'ai toujours refusé de faire cette émission. Michou disait « Oh non, faut pas faire ce genre de show, c'est pas terrible !» et tout ça. Et moi, bon, j'avais décidé de pas le faire. Et tout le monde le faisait, donc je m'étais dit, je vais pas faire comme tout le monde. J'ai jamais fait ça. Et là, je suis à Paris, je fais de la promo chez Ardisson. J'avais fait l'émission Les humoristes préférés des Français avec Michel Drucker. J'avais fait Mireille Dumas, une très jolie émission aussi sur les humoristes français. Et là, il y avait un vide un petit peu. J'avais plus trop d'émissions et je disais à mon attaché de presse, je veux faire ça. Et il me disait, je fais tout ce que je peux, mais il faut qu'on t'invite. Et voilà. Bon, le théâtre était plein, mais on me voyait pas. Et le bouche à oreille fonctionnait parfaitement, mais j'étais pas très médiatisé. Et un jour, la France a un incroyable talent me recontacte. Et là, je me dis, c'est peut-être l'occasion ou jamais de le faire. Alors là, tout le monde c'était hors de question. Mon attaché de presse ne voulait pas, mon producteur ne voulait pas, tout le monde disait mais non, mais en fait tu fais Drucker, tu fais tout ça, t'as pas besoin de faire la France a un incroyable talent. Et moi j'ai dit je vais le faire. Et j'y suis allé. Et ça a été un marathon. Ah, ça a été fantastique parce que déjà je suis arrivé là-bas, tout le monde pour tout le monde, j'étais connu. Donc, pourquoi se mettre en danger comme ça ? Mais moi, j'avais envie, j'avais besoin de ça. Et puis, vous savez, il y a quelque chose qui me manque terriblement, c'est que je suis seul en scène. J'ai du succès, je prends beaucoup, le public me donne énormément, je leur donne aussi tout ce que je peux, mais je suis seul à partager tout ça. Et moi, je viens de la troupe. Avec Coccinelle, on était en troupe. Chez Michou, on était en troupe. Donc là, la France a un incroyable talent. Je me retrouvais avec plein d'autres artistes pour faire un show. Et j'y suis allé pour ça. Et ça a marché, mais chaque semaine, il fallait se renouveler. Mais oui, mais c'était magique. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été bien dirigé et on a fait beaucoup de choses. Seulement, après, il y avait des choix à faire et j'ai fait le choix d'arrêter à un moment parce que je me disais, moi, j'ai déjà un peu réussi quelque part, donc je vais prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc... C'est noble de votre part. Bah oui. Alors, revenons justement au début. Le début, c'est chez Michou, après que vous ayez pris des cours de maquillage. Ah oui. Alors moi, vous savez, je suis perfectionniste. En fait, auditionner chez Michou, c'était le Graal, parce que Michou a créé sa maison, ça a duré 60 ans. Il a donné ses lettres de noblesse à ce métier de transformiste. Dans le monde entier, la référence du transformisme, c'est Michou. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais parti en vacances à Las Vegas et j'ai rencontré Franck Marino, qui est le Michou
de Las Vegas. Et quand on lui a dit, tu vois, cette personne, c'est Thierry Wilson de chez Michou. Mais Franck Marino, qui est une star, était arrivé vers moi en me disant « Oh my God !» et tout ça. Et donc, bon, être chez Michou, c'était le Graal. Alors, il se trouve que Michou, il faut le savoir, a débuté par hasard. Oui. Il avait une petite discothèque rue des Martyrs. En sous-sol. En sous-sol. Ça marchait gentiment. Un jour, il parle avec son teinturier, Eugène, de spectacle, et il décide de faire un spectacle comme ça pour le plaisir. Oui. Et ça marche tellement qu'il cherche un metteur en scène. Et Lucien, le troisième larron, leur présente Franz Salieri, qui est un peintre un peu scandaleux, et qui va les mettre en scène, faire des lumières. Et ça va être le début du triomphe de Michou. Oui, et d'Eugène, qui deviendra la Grande Eugène après. Alors, il se trouve que Franz Salieri va les quitter, va créer la Grande Eugène, qui est un petit cabaret au départ, dans un quartier pourri de Paris, qui va arriver aux Champs-Élysées et devenir le spectacle qu'aucun Parisien ne peut manquer. C'est ça. Et tout le monde se précipitait pour voir ces artistes sur scène qui parodiaient France Gall et tous ces gens-là avec beaucoup d'humour. Et à l'époque, c'était assez grotesque. C'était des maquillages, c'était des caricatures. Et moi, j'ai voulu, avec l'école Christian Chauveau, apprendre l'art du maquillage pour sublimer les imitations. Et je suis arrivé chez Michou à une époque où on pouvait lire dans Télérama Michou, le spectacle le plus poussiéreux de la capitale. Oh, ça m'avait fait mal de lire ça. Et j'ai dit à Michou, monsieur, je lui ai dit, moi, vous savez, je lui ai dit, on devrait faire un nouveau spectacle, il y a des nouveaux personnages et tout ça. Oh ben oui, vous avez raison, mon petit chéri, il m'a dit. Et puis, et on a fait ça. Et moi, j'ai fait L'âme à cette époque-là, parce qu'elle venait de sortir son disque, la reprise de Michel Berger, et j'ai fait toutes les émissions de télé avec ça. Oui, mais ça a été un succès, mais en même temps, c'était un marathon quotidien, 7 jours sur 7, car il fallait servir et se maquiller ensuite. Ah, moi, je faisais pas le service. Non, moi, je faisais que le spectacle. Il n'y avait que 4 artistes qui faisaient le service. C'était un poste qui était très prisé, parce que à l'époque, les pourboires étaient énormes. Et les artistes qui faisaient les deux étaient très heureux financièrement. Moi, je devais travailler dans la journée, mais comme j'étais maquilleur, je travaillais à la maison de la radio. C'était formidable. Voilà. Et alors, à cette époque, Michou était tous les soirs dans le cabaret, et on entendait cette chanson. Lorsque j'étais petit, on m'appelait Mimi. Plus tard, quand j'ai grandi, on me nomma Chouchou. Un beau jour, j'ai choisi ni Chouchou ni Mimi. Je n'ai plus qu'un nom pour Alors, il se trouve que le costume bleu de Michou fait partie de sa légende, mais moi, je l'ai interviewé à ses débuts. Il n'était pas en bleu. Il n'était pas en bleu, il était avec une chemise à fleurs, et il avait très peur chaque fois qu'il faisait une émission de radio, et il ne voulait pas chanter. Et c'était encore les débuts d'une époque où on ne parlait pas de ça. Il faut savoir que la cage aux folles, l'idée est venue à Jean Poiret en allant chez Michou et chez Madame Arthur. Bien sûr. Et ensuite, le spectacle, personne n'y croyait, la cage aux folles. Non, bien sûr. Et Gad Elmaleh aussi. Il me confiait il y a quelques jours qu'il a créé Chouchou en venant nous espionner chez Michou. Et d'ailleurs, il aurait aimé tourner les scènes de cabaret chez Michou, et Michou avait demandé beaucoup trop cher, et c'est pour ça que ça s'est pas fait. Alors, il se trouve ensuite qu'il y avait également un autre lieu dans Paris qui était l'Alcazar. Je ne sais pas si vous avez... Mais moi, j'étais trop jeune et je ne l'ai pas connu. Mais Coccinelle m'en a beaucoup parlé. Jean-Marie Rivière était un magicien. Je l'ai connu à New York avec Les Incroyables, où il avait monté une revue. Oui, en fait, il y avait une petite imprimerie qu'il avait repérée un jour en arrivant à Paris. Il l'a transformée en un cabaret où, au premier étage, tous les soirs, il y avait le Tout Paris. Et c'était la fête. Et il y avait des transformistes célèbres, Babette qui faisait Sheila et Ringo. La grosse Bertha. Galia. Et il y avait Pascal qu'on a complètement oublié. Chevalier. Oui, exactement. Oh, un artiste merveilleux. Des maquillages incroyables. Et à l'époque, c'était un événement, c'était la fête permanente. Ah oui. Les gens venaient du monde entier pour s'amuser chez Jean-Marie Rivière. Ils recevaient le Tout Paris. D'ailleurs, il avait une formule. Il disait toujours « Paris se réjouit de vous avoir ce soir à l'Alcazar ». Et ça a marché très bien. C'était un homme de spectacle. J'ai plus que d'homme de compte, d'ailleurs, ce qui fait qu'il a perdu l'Alcazar. Souvent les artistes... Alors, un tournant en 6 du panier, c'est le jour où votre père tombe malade et vous devez retourner à Marseille. Oui. Vous savez, je suis fils unique, donc ma mère m'appelle au secours. Il y a plus rien qui compte, quoi. Michou me dit c'est pas possible, vous pouvez pas partir. Prenez du recul, prenez une année sabbatique. Et je rentre dans le sud, je vois mon père si mal. Il a un diabète fulgurant. Il va perdre la vue. On me dit, et je pars en voyage avec lui. Et on est allé visiter tous les pays qu'il avait jamais eu le temps de voir, ses racines.
On est allé en Sardaigne, on a loué des vélos, on s'est baladé, on a fait des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire. On s'est dit tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de se dire ou qu'on n'avait pas osé se dire. Je crois qu'avec la maladie, ça nous a donné de la force et du courage et on a partagé ces moments, mais on n'a rien perdu, aucune minute. Et puis, c'est là où vous avez créé un restaurant, spectacle, La Table de Loulou. Comment c'est venu, Mon ça ? compagnon, José, que j'ai rencontré... Adoubé par Coccinelle. Oui, qu'elle adorait, une véritable passion pour lui. Et José est d'origine espagnole et Coccinelle adorait l'Espagne. Donc, elle disait... Puis vous savez, c'était très drôle parce qu'elle croyait à mon succès avant qu'il existe. Elle me disait, le jour où tu seras connu, le jour où tu seras... Lui, il est intelligent, il sera capable de gérer tout ça. On a besoin de quelqu'un, absolument. Et bon, je disais, mais qu'est-ce que tu racontes, un transformiste connu, ça n'existe pas. Et elle me dit, mais si, tu verras, ça va arriver. Elle était persuadée. Et on a créé avec José La Table de Loulou. Coccinelle était encore vivante, hein. Elle venait tous les matins voir José en cuisine. Car elle vivait à l'époque à Marseille. Bien sûr, elle s'était retirée dans le sud. Elle avait pris une retraite très anticipée, comme elle disait. Et elle vivait dans le sud. Et elle était très heureuse. Et elle a vu les débuts de Cabaret Loulou, puisque La Table de Loulou est devenue Cabaret Loulou après. Et c'est là, petit à petit, où le personnage de Ziz du Panier est né. Exactement, un soir de crise de diva, comme elle disait, Coccinelle, que j'étais spécialiste et capable de faire des crises de diva. Je me suis beaucoup calmé avec les années, vous savez. Mais à l'époque, je suis méditerranéen, moi, donc j'ai le sang chaud. Et mes artistes n'avaient pas appris leur playback correctement. J'avais investi beaucoup d'argent, avec José, on avait investi beaucoup d'argent dans la nouvelle revue. J'étais furieux et je les ai virés. J'ai dit à José, traverse la rue, va chez le comptable, tu leur fais faire leur compte, ils s'en vont. José me dit, oui, d'accord, mais on fait comment ce week-end ? Je lui ai dit, on va se débrouiller. Et ils ont été renvoyés et je me suis retrouvé seul. Et José me dit, pendant le repas, je racontais des blagues marseillaises. On est quand même spécialiste à Marseille. Et puis moi qui suis né dans un bistrot, moi qui avais rencontré Fredo qui était le roi des blagues marseillaises, et qui m'avait offert à sa retraite une petite boîte de biscuits en fer avec toutes ses fiches et toutes les blagues. J'avais beaucoup de succès pendant le repas avec ça. Et donc, il me dit, tu parles toujours de cette Ziz et de son mari Zé, tu n'as qu'à la faire venir sur scène. Je dis à José, mais tu as raison. Et Coccinelle me dit, mais c'est très drôle. Elle me dit, à l'époque, je dis à José, elle me disait toujours, tu vois la mère de la nounou d'enfer, Sylvia Fine, ce feuilleton sur M6 qui avait tant de succès, qui s'appelle Renée Taylor, la comédienne. Il faudrait absolument que tu crées un personnage comme ça, toujours habillé en tailleur paillettes et panthère, que ce soit une grosse dame qui parle toujours de régime alors qu'elle se goinfre de gâteaux. Ça fait toujours rire les gens. Et je dis à José, Coccinelle avait raison, elle me disait toujours ça. Mais à l'époque, j'étais mince comme un clou, je faisais un 38. Donc il a fallu que je mette des coussins partout pour faire une grosse dame. Aujourd'hui, je mets plus rien, tout est naturel. Et pourquoi Ziz au départ ? Comment le nom de Ziz, en fait, à Marseille, souvent on dit Ziz à la cagole marseillaise. Au début, je l'ai mal pris, puis après j'ai accepté, j'ai dit à être traité de cagole autant que je sois la reine des cagoles. Mais à Marseille, on dit d'une femme comme Ziz qui est exubérante, qui se voit pas réellement et qui parle fort, qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, on appelle ça une Ziz. Et alors, finalement, le week-end suivant, il a bien fallu démarrer quelque chose. Oui. Donc, j'ai pris le journal La Provence, j'ai stabilo-bossé tous les gros titres et toutes les choses qui me paraissaient intéressantes, et notamment une délégation chinoise qui était venue à Marseille pour admirer le miroir qui était installé sur le Vieux-Port, l'ombrière, créée par M. Gaudin, et les Chinois allaient découvrir ça avec un slogan qui serait révélé que le jour de l'inauguration, et M. Gaudin les invitait ensuite à la mairie pour une grande soirée. Et tout Marseille voulait être invité à cette soirée. Et moi, j'ai commencé à raconter cette histoire à la façon de Ziz, en disant que ce miroir était le nouveau slogan de la ville de Marseille. Marseille, la seule ville au monde où lorsque tu veux voir la mer, tu regardes en l'air. Et ça, les gens éclataient de rire. Je disais que M. Gaudin avait fait une grande soirée et je lui avais offert une robe en paillettes. Et à la fin du spectacle, il chantait « Un jour, mon prince viendra ».
avec Chico, mon ami Chico de Chico les Gypsies, qui reprenait derrière en chantant Esperanza, Esperanza. Et les gens, bien sûr, riaient aux éclats. Voilà. Et c'est parti comme ça. Voilà. Et on va évoquer maintenant, le 21 septembre 2025, le début de votre nouveau spectacle. Tout de suite sur Sud Radio avec Ziz. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ziz du Panier. On a évoqué votre parcours totalement atypique qui vous a amené justement à devenir Ziz du Panier. Et depuis le 21 septembre 2025, vous êtes à Paris, à la Comédie Bastille, avec un nouveau spectacle irrésistible, avec les 2 Z bien sûr. Et ça, c'est encore une fois une évolution de votre personnage, parce que votre personnage a commencé, a grandi et presque vieilli avec vous. Ah oui, complètement, puisque je raconte les aventures de Ziz depuis 2014, où à Avignon, je suis réellement né. Alors, Avignon, c'était pas évident, c'était un risque là-bas. Mais c'était terrible, parce qu'avec José, nous étions tous les deux nos propres producteurs, donc c'était avec nos deniers qu'on allait là-bas, donc on essayait de faire attention quand même, et finalement personne n'en voulait. On nous disait un personnage déguisé, c'est plus la mode, depuis Elikaku, les vamps, c'est fini, ça marchera pas, en plus avec l'accent de Marseille, non. Alors on disait, mais nous, écoutez, on veut louer votre théâtre, ne cherchez pas, non, mais c'est pas du tout dans la ligne éditoriale du théâtre. Bon, d'accord. Dernier rendez-vous de la journée, Lorette Théâtre, à l'autre bout d'Avignon. Et là, on arrive dans une petite impasse et je me dis, oh là là, si là les gens viennent me voir, alors là vraiment, c'est que j'aurai de la chance. Hein. Et je rentre, je leur présente le projet et ils me disent, ah mais c'est génial. Mais on adore. Oh, mais ça va cartonner, un truc comme ça. Il me dit, le seul problème, c'est qu'on n'a plus de créneaux de libre dans la petite salle. Il nous reste que la grande salle. Oh, mais j'ai dit, non, moi, 50 places, ça me va, mais 130, je les remplirai jamais. Et là, ils me veulent tellement qu'ils me disent, on va vous donner le créneau libre dans la grande salle au tarif de la petite salle. Et si ça marche, vous nous paierez le tarif normal. Au bout de 3 jours, c'était complet. Comment vous l'expliquez ? Je sais pas du tout. Vous avez tracté Ah bah bien sûr, on tractait toute la journée. Mais c'était affreux, je me maquillais, démaquillais 3 fois par jour. José collait des affiches à 5h du matin. Partout, il courait. Il avait les doigts tout coupés et tout ça. C'était horrible. Et on nous a vus travailler comme ça d'arrache-pied. On nous a entendus. Et un jour, il y a un journaliste de la Provence qui est venu et qui a fait un papier dans le journal. C'est tellement espéré. Il y a tellement de spectacles à Avignon. Et nous, on a eu cette chance-là. Et les gens sont venus. Et ça a été le point de départ vers Paris, parce que petit à petit, vous vous êtes installé dans Paris et en tournée. C'est venu très très vite. C'est venu, oui, moi j'avais eu l'impression que c'était long à un moment, mais je discutais avec Jarry l'autre jour qui me disait non, c'est pas long du tout, 9 ans en fait. Et en plus avec une progression constante, avec des salles remplies de Monaco jusqu'à Perpignan. Moi, vous savez, lorsqu'on a fait le Dôme de Marseille récemment, on a vendu 4000 billets en même pas une semaine. Donc c'est magique. Je suis un des seuls artistes à remplir le Silo 2 fois dans la même journée. Donc c'est formidable. Alors c'est sûr, quand j'arrive à Paris, dans une salle de 130 places, ça me fait bizarre. Mais j'adore ça. Je suis né dans un petit théâtre, au théâtre du Tétard. Il y avait 30 places. Et ensuite, chez Michou, c'était tout petit. Exactement. Et en plus, à Paris, vous avez commencé dans des petits lieux. Le Petit Palais des Glaces. La Cible. C'était minuscule. Et là aussi, le bouche à oreille a fait. Et la télévision a fait beaucoup. Énormément. Mireille Dumas m'a donné une place magnifique dans son émission. Et Franck Sora a été extraordinaire pour moi. J'ai cru à un moment qu'il allait me mettre en danger lorsqu'il m'a proposé dans son émission Sketch Story de reprendre le sketch culte d'Elikaku, Madame Sarfati. J'ai dit, Franck, c'est pas possible, je peux pas jouer ça. J'ai dit, Elikaku à Marseille, c'est sacré, je vais me faire assassiner. Et il m'a dit, tu vas très bien le faire. On va rien changer au texte, tu vas juste te l'approprier. Et c'est ce que j'ai fait devant les caméras de Franck. Et on a fait un succès. Les fans d'Elikaku sont tous venus me dire merci de lui avoir rendu hommage de cette façon. Alors, au départ, donc, ce personnage de la Mama qui évolue, puisqu'aujourd'hui, la Mama a encore de nouvelles aventures dans ce nouveau spectacle. En fait, c'est une évolution constante. J'ai raconté au début qu'elle avait été Miss Marseille, ensuite qu'elle avait été sosie officielle de Madonna, puis après, elle mariait son fils. Et là, elle est persuadée que son mari l'a trompée. Au même moment où elle a eu la ménopause, lui a eu le démon de midi. Et ça, elle lui disait toujours qu'elle, depuis sa ménopause, elle n'avait plus de libido. Eh bien, il a traversé la rue pour aller voir si ailleurs... Enfin, elle en est persuadée. Et le même jour où elle apprend qu'elle est cocu, son fils lui apprend qu'elle va être grand-mère.
Alors ça, c'est pas le bonjour. Il lui dit qu'elle va être mémée. Alors il dit qu'elle préfère pas, qu'il l'appellera comme il voudra, le petit, quand il sera grand. Et puis, en plus, elle a un autre fils qui est gay. Voilà. Alors là, c'est le Graal pour elle. Parce qu'elle a rêvé que le premier soit gay, c'était pas fait. Tandis que l'autre, alors, il est formidable. Et c'est tout ce qu'elle aime. Un gay qui aime la compagnie des vieilles dames. Un peu genre Macron, quoi. Et puis vous utilisez un outil moderne qui est le site de rencontre. Oui, alors ça, elle le découvre, hein, avec quelque chose qu'elle ne connaissait pas du tout, qu'elle gère très mal. Elle avait déjà des soucis avec son téléphone qu'elle appelle le iPhone, et ensuite avec la tablette qu'elle appelle ça un EHPAD, et qu'elle a cru que sa belle-fille voulait lui offrir une maison de retraite. Donc, elle se découvre là-dessus un site internet qui s'appelle, au début, elle croit que c'est Kinder, parce qu'il paraît qu'on a des surprises quand on va au rendez-vous, oui. Et c'est Tinder, et là-dessus, elle va pouvoir trouver l'homme idéal. Elle n'y arrive pas. Elle ne sait pas comment ça marche. Alors elle va employer la bonne vieille méthode, elle va faire allumer la salle et descendre dans le public. Voilà. Remarquez, avec Kinder, on est chocolat, effectivement, à la fin de la journée. Et alors, il se trouve que ces sites de rencontres, on a oublié que ça a été créé par hasard. Marc Simoncini, qui était un homme d'affaires, dans sa cuisine un lundi matin, a l'idée de créer Mythique. Ah oui. Il va apprendre 3 personnes, on voit le résultat aujourd'hui, ce que ça a donné. Alors, ça veut dire une écriture permanente et un humour que vous n'imaginiez pas au début. Non, bien sûr. Et puis, je suis obligé. Si je veux faire évoluer le personnage et continuer à avancer et pas lasser les gens, il faut que ce soit nouveau. Donc, je l'emmène dans des aventures qu'elle ne connaissait pas. Vous savez, dans ce spectacle, je ne m'interdis rien. Au début, lorsque je suis venu jouer à Paris, il y a des gens formidables qui sont venus, qui m'ont dit « tu n'y vas pas assez, on attend encore plus que ça ». C'est des gens formidables, comme Michel Faux ou d'autres artistes, qui m'ont dit « vas-y, encore plus, enfonce le clou, ne t'interdis rien, assume tout ». Aujourd'hui, je suis prête. Voilà. Mais en même temps, non seulement il faut assumer, mais il faut trouver les idées. Et ouais. Ça, c'est un métier que vous avez découvert au fil des années. Vous savez, c'est les rencontres aussi. Moi, je suis à l'écoute des autres, donc je me mets au service de la population. On va dire, je m'assois à la terrasse d'un café et j'écoute tout ce qui se passe comme ça autour. Et c'est avec ça que j'arrive à nourrir mon personnage. Et surtout, vous avez créé ce qui semblait impensable, Ziz du Panier, c'est un spectacle familial. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte qu'avec aujourd'hui les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et tous ces endroits où je suis omniprésente, parce que je joue le soir sur scène, mais dans la journée, à part quand je viens vous voir, sinon j'ai que ça à faire, être sur les réseaux sociaux. Donc je me suis rendu compte que ça emmenait à moi un public qui au départ n'était peut-être pas le mien, puisque lorsque je suis venu jouer à Paris la première fois, on me disait « à qui s'adresse votre public ?» Il s'adresse à tout le monde. Et non seulement ces vidéos fonctionnent, mais je crois que l'idée est née et le développement dans le confinement. Oui. J'ai créé des vidéos pendant le confinement qui ont eu beaucoup de succès. Puis un rendez-vous tous les jeudis où je mettais à l'honneur une artiste, une personne que j'avais rencontrée. J'ai commencé avec Sophie Darel, j'ai fait plein d'autres, Marie-Paul Bell, plein de gens incroyables. Et j'ai donné un rendez-vous aux gens. Et je crois que pendant le confinement, ça nous a rapprochés. C'est curieux de dire ça, parce que ça aurait pu nous éloigner. Et puis j'ai fait des vidéos avec Liane Folly. Et alors là, ça a été très drôle, parce que j'étais soi-disant la dame de compagnie de cette grande vedette qu'est Liane Folly, et elle ne comprenait pas que je sois si intrigante, que j'aille dans sa vie. Les gens riaient beaucoup. Et puis, c'est juste après le confinement que vous avez enregistré votre premier disque. Je suis la fille du musical, je suis un garçon dans ta vie, et tous les soirs changer de rôle. C'est mon histoire autrement dit. J'en ai traversé des rivières. On peut rire de tout. On doit rire de tout. Vous savez, il y a quelques jours, Alain Turban est venu me voir. C'est lui qui a écrit ses chansons. On le connaît pour son tube. Voilà, Santa Monica, et puis ses œuvres sur Montmartre, ses comédies musicales. Alain a perdu sa femme il y a quelques jours et il est venu voir mon spectacle et il m'a dit, tu vois, on avait raison. On peut rire de tout et on doit rire de tout le temps, quoi qu'il arrive dans la vie, parce que ça fait du bien, parce que ça permet d'oublier ses soucis, ça permet d'oublier ses peines.
Et puis, vous avez quand même fait un parcours de télévision assez fort. Moi, je me souviens de la grosse rigolade avec Cyril Hanouna, à l'époque où Cyril Hanouna n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Oui, c'était très drôle. Il y avait Ahmed Silla aussi ce jour-là. Et puis, on a dansé. Et puis j'ai raconté des blagues marseillaises. Et puis, on était encore séparés par des plexiglas, parce qu'on était encore en période après Covid. Hein. Et Cyril Hanouna m'a dit oh, ça faisait des années qu'on espérait vous avoir. Mais j'ai dit, je savais pas. J'ai dit, il fallait m'appeler, Cyril. On m'avait dit que pour passer à la télévision, il fallait coucher. Si j'avais su. Mais lui aussi a démarré de façon discrète. Quand on va au théâtre Trévise, dans les toilettes, il y a encore une photo de Cyril Hanouna d'une affiche où il faisait un spectacle tout seul en 2004 qui n'intéressait personne. Mais oui, mais comme oui. Quoi, il faut du temps. Ça me laisse de l'espoir. Non, mais vous avez énormément travaillé pour arriver là. Oui, je crois que j'adore ça, vous savez, travailler. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Michou qui m'ont donné le sens du travail. Coccinelle m'a dit, si tu veux être le meilleur, il faut exiger beaucoup de toi-même. Et je me souviens de quelqu'un un jour à qui j'ai demandé de travailler avec moi, et il m'a posé la question, est-ce que moi j'étais le meilleur dans ce que je faisais? Et je lui ai répondu oui. Et je lui ai dit, c'est pas être prétentieux d'être sûr de soi. Il se trouve ensuite que vous avez fait des tournées incroyables qu'on ne peut pas imaginer jusqu'en Israël et au Canada. Mais oui, ce spectacle qui, soi-disant, ne devait pas dépasser les frontières d'Avignon. Déjà, venir à Paris, c'était, paraît-il, un miracle. On l'a emmené partout pour l'Alliance française aux États-Unis. On est allé en Israël, on est allé à Montréal récemment. 1800 représentations, 350 000 spectateurs. Ça a été la famille Mamma Mia, un spectacle, mais qui m'a emmené partout et qui a fait découvrir Ziz. Et comment vous l'expliquez ? Je crois que c'est parce que je joue vrai, je suis proche de mon public. Mon producteur m'avait dit un jour, plus les salles vont grandir et plus cela va être difficile de rencontrer le public à la fin du spectacle. Quelquefois, vous savez, je joue 1h30 et je passe 3 heures à signer des autographes et à faire des photos avec les gens. Vous savez, je crois que je fais Ziz comme mon père ouvrait son bistrot ou ma mère son salon de coiffure. C'est un petit commerce. En plus, j'ai vu des articles sur vous, on dit qu'il n'y a rien de plus difficile pour un homme de jouer une femme. Dustin Hoffman l'a fait avec Tootsie, bien sûr. Robin Williams l'a fait avec Madame Doubtfire. Il a vu John Travolta. 500 photos avant de choisir la bonne photo du personnage. Tout à fait. Et c'est pas si simple que ça. Non, vous savez d'ailleurs, Richard Martin donc avait dit ça à son comédien, le rôle le plus difficile à jouer, c'est une femme. Et un jour, j'ai rencontré Michel Serrault. Et je lui avais posé la question, je lui avais dit quel est le rôle qui a été le plus difficile à jouer pour vous, et il m'avait répondu Zaza Napoli. Et il m'avait dit parce que c'était ce qui était le plus loin de moi. Et en effet, jouer une femme est la chose la plus terrible. Moi, je peux vous dire que les femmes, bravo, hein, parce que elles ont toujours mal aux pieds, parce qu'il n'y a aucune chaussure à talons, même des Roger Vivier ou des ou des grandes marques. Toutes les chaussures font mal aux pieds. Ensuite, les seins, c'est très lourd. Ça fait mal au dos. Ensuite, elles ont toujours froid parce que les collants, ça tient pas chaud. Non, être une femme est vraiment la chose la plus difficile. Alors, ce spectacle, c'est pour 30 représentations à Paris. Alors, c'est les lundis et mardis à 20h et les dimanches à 17h. C'est un point de départ d'une autre aventure. Écoutez, il y aura une tournée, bien sûr, après ça. Et puis, si ça marche à Paris, pourquoi pas rester? Vous savez, moi, j'adore Paris. Paris, c'est magique. Paris, c'est... Même si je suis très attaché à mon sud et que j'adore vivre chez moi à l'eau, j'ai besoin d'être à Paris. J'y suis devenu l'artiste que je suis aujourd'hui grâce à Michou et à Coccinelle. Je dis, je suis l'héritier de Coccinelle et de Michou. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'artiste que je suis aujourd'hui. Et artiste donc qui se produit à la Comédie Bastille pour 30 représentations pour l'instant. Le spectacle s'appelle Irrésistible. Ce sont les lundis, mardis à 20h et les dimanches à 17h. Oui. Ouais, et avant la suite. Ah bah écoutez, je vous tiendrai au courant. Absolument. Vous savez, maintenant que vous êtes venu dans les Clés d'une Vie, vous serez toujours la bienvenue. Oh, merci. Merci Ziz du Panier, et puis tous mes vœux de succès dans cette aventure qui continue. Merci Jacques. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.